Eh ben, bonjour à tout le monde. Nouvelle vidéo pour l'année 2022 qui commence juste. Donc, à cette occasion, bah, je vous souhaite à vous ainsi qu'à vos familles tous mes meilleurs vœux pour l'année 2022, en espérant qu'elle vous apporte santé et prospérité. Et surtout, bah, que l'année 2022 soit un petit peu meilleure que l'année 2021 d'un point de vue sanitaire, qu'on sorte enfin, j'espère, qu'on sorte pendant l'année 2022, qu'on sorte de cette crise sanitaire qui commence à fatiguer tout le monde. Et j'espère on va pouvoir enfin retrouver tous et toutes une vie normale, voilà, normale. Hein, tout simplement. Ça va faire bizarre de retrouver une vie normale. Depuis 2 ans, on commence un petit peu à se languir de pouvoir vivre normalement. Voilà. Donc c'est un des vœux que je vais faire, c'est que enfin cette crise sanitaire s'arrête. Voilà. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler du Rangematic Distance Finder en Translator. Qu'est-ce que c'est que cet appareil? Eh ben, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un télémètre. Un télémètre, oui, mais un télémètre optique, pas un télémètre laser. Il n'y a aucune électronique, il n'y a que de la mécanique et de l'optique dans cet appareil. Tout simplement parce que bah, c'était fabriqué dans les années 70-80, voilà, fabriqué, commercialisé dans les années 70-80. Et donc on pouvait utiliser cet appareil pour différentes activités. Donc là on le voit sur l'emballage, hein, c'était utilisé à la chasse évidemment, dans la plaisance, hein, la construction et le golf. Voilà. Alors la construction, bon, oui, pourquoi pas, admettons. Et le golf, la chasse, oui, on voit bien l'utilité. La plaisance, n'étant pas plaisancier moi-même, je saurais dire si vraiment c'est d'une grande utilité. Mais sûrement que oui, sûrement que oui. En commentaire, dites-moi si vous avez besoin d'apprécier à ce niveau-là des distances quand vous faites du bateau. Voilà. Alors, donc un télémètre optique, donc sans électronique, que de la mécanique et de l'optique. Alors on va voir évidemment comment tout cela fonctionne. On fera un petit peu je vais faire un petit peu la description de l'appareil et puis on va aller sur la terrasse et puis on va faire une utilisation pour voir, pour voir tout simplement les résultats qu'on peut avoir, ce qu'on peut voir dedans et puis comment ça fonctionne tout simplement. Voilà. Allez, on va faire un petit peu le détail ici, on passera sur la terrasse après. Bon, maintenant qu'on a vu ensemble un peu les généralités sur l'appareil, on va détailler un petit peu le fonctionnement et puis on va détailler l'appareil un petit peu plus précisément, on va dire. Alors, de quoi est composé le Rangematic? Alors, il est composé de deux parties, une partie principale et ici la partie grossissement. Alors, tout simplement, on a donc ici un grossissement de 6 par 18, donc grossissement x 6 avec un objectif de 18, ici l'objectif, voilà. Et de l'autre côté, on a ici le réglage de la dioptrie, voilà, tout simplement, réglage de la dioptrie. Alors c'est comme pour les lunettes de tir, voilà, donc c'est pour adapter à la vue de la personne qui utilise l'appareil. Voilà, on règle la dioptrie ici. Donc grossissement de 6 x 6, voilà, en grossissement fixe. Alors, note au passage que c'est Made in Japan, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ça de Made in Japan? Eh ben en fait, alors pour les plus anciens, ceux qui connaissent un petit peu les productions Made in Japan des années 70-80, là je parlerai plus des lunettes de tir. Déjà à l'époque, le Made in Japan était gage de qualité. Euh, les plus anciens se souviendront sûrement des Tasco, la lunette, la marque Tasco, Made in Japan. Lorsque Tasco faisait fabriquer ses lunettes au Japon, on avait des lunettes quand même qui étaient de très 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 bonne qualité. Voilà. Rien à voir avec la même marque Tasco, mais qui fait fabriquer ses lunettes en Chine. Donc les Tasco actuels made in China, évidemment, c'est pas des grandes lunettes de grande qualité.
Mais à l'époque, lorsque Tasco faisait fabriquer ses lunettes, enfin la partie optique au Japon, là on savait que c'était des lunettes qui étaient pas mal. Donc les anciens, moi j'ai eu déjà de la Tasco Made in Japan, euh, rien à voir avec les productions actuelles Made in China, hein, on est d'accord là-dessus. Voilà. Donc c'était juste cette petite digression là, juste pour parler du Made in Japan des années 70 qui était très très bien à cette époque-là. Voilà, quoi. Ouais, Made in Japan, même aujourd'hui, c'est quand même de la qualité, mais à l'époque, surtout, c'était considéré comme des optiques de qualité. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour la partie grossissement. Ici, on a donc la pièce principale. Alors, de quoi c'est composé? Bon, donc on a un bloc. Ici, donc on a l'emplacement où on viendra fixer la partie grossissement. Voilà. De l'autre côté, donc on a deux petites fenêtres, ici, voilà. Et donc à ce niveau-là, ici et ici, on a deux prismes. Un prisme ici, un prisme ici. Un prisme, alors, petite particularité, celui-là, il est teinté bleu. Voilà, alors je vais rapprocher, voilà. Donc on voit bien le prisme à l'intérieur, hein, donc qui est de couleur bleue. Et de l'autre côté, on a un prisme aussi, mais lui qui est teinté couleur jaune. Voilà, ok? Donc ici, on a la partie tambour, en fait, qui va nous permettre de trouver, de régler l'image, on va dire, hein, puisque là, le principe, c'est qu'on va avoir deux images, une bleue et une jaune, du même objet, ok? Et le but, c'est de faire rejoindre les deux images pour qu'elles ne forment plus qu'une image, voilà. Et on va le faire grâce à ce réglage de tambour. Et une fois qu'on aura fait coïncider les deux images, la bleue et la jaune, pour former plus qu'une seule image, à ce moment-là, on pourra lire tout simplement la distance qui s'affiche là, ici, en yard. Voilà, ici, on a la distance qui va s'afficher en yard. Alors ici, j'y reviendrai tout à l'heure, là, c'est le fameux translator, on verra à quoi ça sert tout à l'heure. Ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est l'ancêtre du Strelok ou du Ballistic Art, ou enfin, c'est l'ancêtre du tableur balistique en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà, voilà le principe de fonctionnement de Prism. Ici, un système de réglage. En fait, si on y réfléchit un petit peu, c'est le même principe que le réglage de la parallaxe sur une lunette de tir. Voilà, tout simplement. Hein, c'est le même principe. Donc sur une lunette de tir, on a un tambour de réglage de parallaxe qui est la plupart du temps gradué, donc soit en mètres, soit en yards, si, selon la provenance de la lunette. Voilà. Et normalement, si vous avez une lunette qui est de bonne facture, lorsque vous avez fait la parallaxe de votre lunette, hein, et ben sur le côté, sur le tambour, normalement, vous devez avoir affiché la distance à laquelle est votre cible. Voilà. Et ben, donc là, on a quasiment le même principe. Voilà, on a même quasiment le même principe. Il suffit de faire correspondre les images et puis on a la distance qui va s'afficher. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'électronique, pas d'électronique. C'est que de la mécanique et de l'optique, tout simplement. Voilà. Donc ici, là, je fixe, hop, le grossissement. Je le verrouille grâce au petit loquet de verrouillage ici. Et donc là, mon appareil est assemblé. Donc il suffit que je regarde ici dans la partie grossissement. Et j'aurai donc deux images, une bleue, une verte, une bleue, une jaune, voilà. Et quand j'aurai fait correspondre le tambour, avec le tambour, les deux images, j'aurai la distance. Ok? Allez. Alors ça, c'est pour le fonctionnement de base, hein. Alors, on va voir quand même qu'avant ça, il faut quand même, on va dire, euh, il faut, comment pourrais-je le dire? C'est comme une lunette. Une lunette, il faut la zéroter, il faut la symbloter avec son arme, d'accord? Donc là, on a la même chose à faire, c'est-à-dire qu'il va falloir symbloter l'appareil une bonne fois, d'accord? Normalement, on le fait une fois et si on touche pas au réglage, il n'y aura pas besoin de le refaire. Et après, donc l'utilisation est aussi simple que ce que j'ai indiqué. Ok? Donc on va passer maintenant à la partie réglage de base de l'appareil. Donc c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un réglage que normalement on doit faire une fois. Une fois qu'on a réglé son range matic, on n'a plus besoin d'y toucher. Je veux dire, moi je l'avais réglé il y a une dizaine d'années lorsque je l'ai reçu des États-Unis.
Et je l'avais laissé comme ça dans la boîte jusqu'à quasiment aujourd'hui, quoi, hein. Donc du coup, lorsque je l'ai ressorti, j'ai vérifié, avant de faire la vidéo, j'ai vérifié que le réglage était toujours bon. Bah, il n'y a pas de surprise, il était toujours bon puisque il est resté dans la boîte, ça n'a pas bougé. Donc c'est l'avantage de ce genre d'appareil, c'est que si vous touchez pas au réglage, une bonne fois pour toutes, normalement, il n'y a pas à y revenir. Voilà. Alors, pour ça, je vais m'aider un petit peu de la notice pour illustrer un petit peu mon propos. Donc, comme tout à l'heure, je disais, vous voyez, donc cette image-là, on a un poteau. En fait, on voit deux poteaux donc de couleurs différentes. Là, évidemment, il n'y a pas les couleurs puisque c'est du noir et blanc. Mais donc, on a un poteau jaune, un poteau bleu. Évidemment, le but du jeu, c'est de faire correspondre les deux images pour en former plus qu'une image. Et là, en dessous, donc, on a la valeur de la distance qui s'affiche. Ok. Mais pour ça, il faut d'abord régler l'appareil, faire le réglage de base. Alors, comment on fait? C'est très simple. Ici, vous avez une vis qui est ici, là. Voilà, c'est pas une vis qui sert à maintenir l'appareil fermé, hein, c'est une vis de réglage. En fait, cette vis de réglage va régler la hauteur des deux images. Si vous avez en fait le poteau de droite ici qui est légèrement plus haut que le poteau de gauche, avec cette vis ici, vous allez pouvoir réaligner la hauteur des deux poteaux. Donc ça, c'est la première chose à faire, il faut réaligner la hauteur. Et ici, au milieu du tambour, voilà, vous avez la vis qui va vous permettre de régler la distance zéro, tout simplement. Alors, comment on fait? Bah, c'est tout simple. Il suffit de mettre le réglage sur 50, donc ça c'est le minimum, hein. Minimum c'est 50 yards. On ne peut pas régler plus bas. Donc ça part de 50 yards, on se met sur 50 yards, et il va falloir donc viser un objet dont on connaît la distance, et cette distance évidemment il faut qu'elle soit de 50 yards. Donc vous prenez par exemple ce poteau ici, hein, vous mesurez avec un double décamètre, avec un mètre, avec ce que vous voulez, ou avec un télémètre laser précis par exemple. Mais vous savez que il faut que vous soyez à 50 mètres. Là, je parle en mètres, là, en yard, excusez-moi, en yard. Donc il faut que vous soyez à 50 yards de votre poteau, tout simplement. Et grâce, évidemment, vous aurez deux images. Normalement, vous devez avoir deux images séparées. Et grâce à cette vis centrale, tout en maintenant le réglage sur 50, il faut en même temps tenir le réglage sur 50, il faut tourner cette vis de façon à ce que les deux images ne forment plus qu'une seule image. Voilà. Et une fois qu'on a réglé cette vis de façon à avoir qu'une seule image en gardant bien sur 50 yards, le réglage est terminé, c'est aussi simple que ça. Lorsqu'après on tourne la molette des distances, évidemment, l'ensemble tourne, et donc là notre appareil est réglé, et il suffira de viser n'importe quel objet qui se trouve par exemple à 200 yards, de faire correspondre les deux images pour en former plus qu'une, et on aura la distance qui s'affiche, normalement, bah, si votre objet est à 200 yards, ça s'affichera à 200 yards, voilà, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est les deux réglages de base à faire, la hauteur, et le premier réglage à 50 yards avec un objet dont on est sûr qu'il soit à 50 yards, tout simplement. Voilà. Voilà pour les deux réglages de base. Et une fois que ça c'est fait, normalement, même si vous mettez l'appareil dans sa boîte et que vous le ressortez dans 50 ans, vous le sortez et il n'y a pas de souci, vous pouvez déterminer la distance de tous les objets que vous voulez, ça marche très très bien. Voilà, tout simple. Bien, on va passer maintenant à la petite partie qui nous intéresse à droite. Alors, bon, c'est à titre plutôt plus indicatif qu'autre chose, on va voir pourquoi. Donc, le petit disque jaune que je suis en train de montrer avec ma pointe, en fait, c'est donc ce qu'on appelle la partie, le translator, hein. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est, on va dire, l'ancêtre du tableur balistique. Voilà. Donc, c'est l'ancêtre du Strelok, ou pour ceux qui utilisent Strelok, ou l'ancêtre de, enfin, n'importe quel tableur balistique que vous utilisez aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais il y avait ça à l'époque. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, avec l'appareil, donc était livré tout un tas de références de cartouches manufacturées, hein, évidemment, de cartouches manufacturées. Donc là, on va aller, par exemple, là, on voit qu'il y a du 7 Remington Magnum, du 284 Winchester. Qu'est-ce qu'on avait? Le 30, fameux 3006 Springfield, jusqu'au 300
Holland et Holland, le Weatherby Magnum. Là, il y avait 222 Remington, 223 Remington. Enfin bref, vous avez quasiment énormément de calibres, toute une palanquée de calibres. Voilà. Avec des balles de référence. Voilà, par exemple, on va voir ici, donc pour le 308 Winchester, donc des balles de 110 grains, 125, 150 et de 180 à 200 grains. Voilà, par exemple. Hein, ok. Voilà. Ensuite, bon, les types de balles qu'il y avait donc dans la liste. Alors, pour ces nomenclatures là, je vois pas trop à quoi ça correspond. Sûrement à l'époque, donc les cartouches manufacturées, on devait pouvoir retrouver cette nomenclature quelque part. Donc j'imagine que PSP, j'imagine que SP à la fin, ça doit être soft point. Hein. Donc voilà. Après, bon, je sais pas. Enfin là, j'ai un peu du mal à m'y retrouver là dans les définitions des types de balles. Voilà. Bon, peu importe. De toute façon, pour utiliser ça, enfin pour utiliser ce système là, c'est un peu compliqué quand même. Et donc, du coup, en face. Pour chaque type de cartouche, par exemple, on va prendre celle-ci. Hein, je vais prendre la 308 Winchester avec une balle de 150 grains, donc PCL, PP ou ST. Voilà. Il fallait prendre donc Scal 8, donc la huitième, la, la table marquée numéro 8, hein, on va dire. Voilà. Donc ici, vous aviez, à l'époque, donc vous aviez tout un tas de petites échelles, on va dire, hein, d'échelles. Donc là, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La huitième, elle manque, puisque c'est la 8 qui est donc ici déjà fixée sur l'appareil. Euh, donc il y avait ces 8, on va dire, 8 échelles, on va dire. 8 échelles possibles, qui donnaient donc des valeurs de correction, alors en inch, donc là aussi c'est bien, ça correspond bien hein, aux années 70-80, parce que des lunettes graduées en pouces, je crois que maintenant, même si on voulait en trouver, ça serait compliqué d'en trouver, à part vraiment des collecteurs, quoi. Hein. Donc maintenant, toutes les lunettes, soit en millirad, soit en MOA, c'est assez rare de trouver des lunettes de tir qui soient échelonnées dans une autre valeur que ces deux-là, quoi. Donc à l'époque, voilà, c'était en pouces. Alors moi, si j'ai eu l'occasion, il me semble, non, c'était pas en pouces, c'était du centimètre. Ouais, elle était en centimètres. C'était une Bury 6TR, mais alors une vieille génération. Et bon, c'était un peu bizarre, quoi. Donc bon, là c'est vraiment ce que je suis en train de vous expliquer, c'est vraiment à titre indicatif parce que évidemment, si votre lunette n'est pas graduée étalonnée en pouces, je vais dire, ça va vous servir à rien, à moins évidemment de faire la conversion, par exemple sur Strelok, oui, vous pouvez. Voilà, faire la correction, mais on va dire que c'est pas pratique. Bon, en tout état de cause, le principe était tel quel, hein, donc évidemment, que vous choisissiez une cartouche dans la liste hein, qui correspondait à ce que vous alliez tirer, donc ça vous donnait le numéro de l'échelle à mettre en place, donc là la 8 pour le 308 avec cette balle-là, voilà. Et donc du coup, alors sur l'appareil en lui-même, je vais faire un petit grossissement, voilà. Alors ce qui était important de faire, c'était il fallait que la carabine et la lunette soient zérotées à 200 yards. Il fallait pas le faire à 100 yards, donc 200 yards. Donc il fallait que la carabine et la lunette sur la carabine soient zérotées à 200 yards. Ok, donc point visé, point touché à 200 yards. Là, sur le Rangematic, il fallait donc afficher la valeur 200 yards avec le tambour. Et grâce avec donc le disque jaune, voilà, on pouvait, donc là je prends une petite pointe, voilà, il fallait mettre le 0 ici en face de la correction 0, qui correspondait donc au 0, au 0 de la lunette à 200 yards, voilà. Et du coup, lorsque donc vous déterminiez la distance, par exemple, de votre cible avec le Rangematic, on va dire que on avait une distance, je vais donner une distance arbitraire, on va dire 350 yards, voilà, 350, voilà, hop, ça vous donnait ici la correction
donc à afficher sur votre tambour d'élévation en pouces. Donc bon courage, il fallait trouver la lunette qui correspondait ou alors faire une conversion. Voilà. Et donc vous aviez 25 pouces de correction en élévation pour correspondre à cette distance de 350 yards. Voilà. Voilà, c'était le Strelok. C'était le Strelok de l'époque. Et ben, je sais pas, il faudrait qu'un jour je prenne le temps, faudrait que je voie si ça fonctionne, mais il y a bon courage quand même, hein. Mais bon, à l'époque, c'était ça, quoi. Donc, ils utilisaient ça. Voilà. Alors, ce qui est encore plus marrant, quoi, parce que, alors ça, c'est pour les parties des chasseurs. Donc, on avait ces échelles là qui étaient en inch pour les chasseurs. Alors, je vais revenir sur mes petites échelles. Voilà, ici, venez là. Voilà. Alors, c'était livré avec. Donc, on avait, alors. Ce qui était marrant, c'est qu'il y avait aussi pour le golf. Voilà. Alors, vous voyez ici, donc la première, en fait, correspondait, c'est ça qui est marrant, correspondait au club qu'il fallait utiliser pour la distance qui s'affichait sur votre range-matic. Et donc, vous aviez aussi le type de club de golf que vous pouvez utiliser. Donc, iron, donc ça, les clubs, c'est le fer, quoi, hein, le fer, ou bois, wood, voilà, d'accord. Donc, selon la distance de votre drapeau, ça vous donnait la correction et le numéro du club. Bon. Alors, bon, j'imagine hein, que, bon, après ceux qui jouent au golf, je pense que ça marche pas comme ça, mais voilà, ça faisait partie du truc, quoi. Ensuite, vous en avez un ici qui était vierge que vous pouviez donc, alors ça c'est pour les cartouches Wildcat, hein, on va dire. Donc là, pourquoi pas? Imaginons par exemple que vous avez une cartouche, vous connaissez vous déterminez une table balistique, et donc ça va vous permettre d'inscrire dans chaque case l'élévation qui correspond à la différente distance que vous donne le range-matic. Voilà. Et ainsi de suite, donc vous aviez après 4, 5, 6, 7 autres échelles pour différents calibres. Les calibres que vous retrouvez dans toute cette liste. Voilà. Voilà, c'était donc comme ça que ça fonctionnait, enfin que l'appareil fonctionne, parce qu'il fonctionne toujours. Maintenant, là, personnellement, je sais pas, je ferai pas du TLD avec ces corrections-là, hein. Voilà. Mais bon, c'est marrant parce que bah, à l'époque, ça marchait comme ça, voilà. Donc, et puis pourquoi pas, hein. Et déjà pour les années 70-80, étant donné qu'on n'avait pas de tableur balistique, bon, bah, ça devait sûrement fonctionner à peu près bien, quoi. Faudrait essayer. Je suis pas convaincu que c'est pas avec ça qu'on va gagner le King of Two Miles, hein, ça. Voilà, voilà. Alors, pour finir, avant de passer sur la terrasse et faire la démonstration en live sur la terrasse, on va parler aussi un peu de la précision de l'appareil. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire un petit zoom sur le tambour. Comme je disais tout à l'heure, évidemment, cet appareil, bon, lorsqu'on reste dans des distances raisonnables, ah oui, tiens, juste une petite digression vite fait là sur le translator. Évidemment, en plus, les corrections, elles étaient limitées jusqu'à 500 yards, parce qu'après, évidemment, il n'y avait plus de corrections. Donc, si vous affichez 800 yards, là, si vous avez une cible à 800 yards, vous n'avez pas les corrections qui correspondent en face. Donc, en fait, voilà, c'était, on va dire, de 50 yards à 500 yards. Donc, vous pouvez avoir des corrections, pas de 50 yards, de 200 yards, on va dire, voilà, 200 yards ici, donc correction, enfin zéro, le zérotage de votre lunette, jusqu'à 500 yards, voilà, qui correspond donc à la correction la plus haute, 50 pouces, voilà. Digression faite, oui, la précision de l'appareil, alors, on remarquera, si on revient au tout début des réglages du tambour, ok, que là, on commence à 50 yards et les graduations sont de 1 yard par 1 yard. Ok, donc 51, 52, 53, 54. Et plus on va aller dans les distances, plus les graduations vont s'espacer. Donc là, déjà, on est à 60, non, si 60, 61, ça fonctionne. Voilà. Là, déjà, on est à 70 yards et la graduation d'après, c'est 72. Vous voyez déjà que là, on commence un peu à perdre en précision.
Ensuite 74, 76, 80, ainsi de suite. Et là, tiens, 90, on passe à 95. Donc là, après, si lorsque vous faites le réglage de votre image, là, vous tombez entre 90 et 95, bon, voilà, alors 92 et demi, à peu près, quoi, hein, et ainsi de suite. Et plus on va monter, et plus les graduations vont s'espacer. Donc c'est le truc qui fait que, en fait, voilà, plus on va aller chercher des distances qui sont lointaines, moins il y aura de précision, quoi. Le pourcentage de précision va chuter, quoi. Et là, après, on arrive carrément, lorsqu'on dépasse les 500 yards, voilà, donc 500 yards, 600 yards, la graduation d'après. Donc entre les deux, mon cœur balance, donc voilà. Comment savoir si on est ici, là, à 525, 530, voilà quoi, hein. Donc là, de 800, on passe directement à 1 milliard de la graduation d'après. Et vous voyez qu'en plus, l'espace entre les deux, c'est vraiment très fin, quoi. Donc, pas évident de savoir si on est à 800 là, tel que je le monte là, on est quoi, 810, 820, 830, 850, voilà quoi. Donc, évidemment, ce genre de télémètre optique, plus on va chercher des distances qui sont lointaines, moins ça va être bon, on va dire. Donc on va dire, allez, moi je pense que c'était pas mal jusqu'à 500 yards, hein, voilà, jusqu'à 500 yards, ça me paraît pas mal du tout, hein, ce qui correspond peu ou prou, donc aux corrections en élévation selon la cartouche qu'on utilise, voilà. Je pense qu'à l'époque, ça devait surtout être utilisé par les chasseurs pour tirer de 50 à 500 yards. Ils devaient utiliser ça pour pouvoir faire le réglage de l'élévation de leurs lunettes grâce au fameux translator, là. Voilà. À condition, bien sûr, d'utiliser une cartouche qui est référencée dans la liste, évidemment, hein. Et puis, je pense qu'à mon avis, ça doit être une correction, ça doit être quelque chose qui va être, on va dire, très approximatif quand même, parce qu'après, oui, forcément, vous prenez une cartouche, mais si vous la tirez dans un canon de 24 pouces ou dans un canon de 32 pouces, forcément, vous n'aurez pas le même résultat en cible, même si c'est la même cartouche. Donc là, c'est pareil. On va dire que c'est une aide, hein. C'est une aide pour, on va dire, à 500 yards, de tomber dans la zone des 50 mètres, quoi. Voilà, quoi. Évidemment, vous n'aurez pas du tout la même précision qu'avec un tableur balistique bien renseigné, évidemment. Un tableur balistique bien renseigné. Voilà. Ok, pour ça. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On va passer sur la terrasse pour faire la petite démo en live. Et puis après, on reviendra ici dans le garage pour faire la fin de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Et ben voilà, donc j'ai installé mon téléphone derrière le Rangematic. Donc là, je suis en train d'observer l'antenne de télévision qui est sur le toit de la maison d'en face, qui est à peu près à 75 yards. Ça, c'est une mesure que j'ai faite avec mon télémètre laser Leica 2400. Donc je sais que l'antenne de toit est à 75,3 yards exactement. Donc alors, je vais faire un petit zoom, voilà, pour avoir une image un petit peu meilleur, voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'on a en fait deux images distinctes de l'antenne de télévision, donc une image jaune qui est à droite et une image un peu plus bleutée qui est à gauche. Alors comme on a vu tout à l'heure dans le descriptif du Rangematic, le but est de faire correspondre, en jouant sur le tambour des distances, de faire correspondre les deux images. Donc là pour l'instant je suis à 0, donc je suis au minimum, et donc là je vais augmenter la distance sur le tambour et vous allez voir que les deux images, en fait l'image jaune va se rapprocher de l'image bleue jusqu'à temps que les deux images se superposent. Voilà. Ok. Voilà. Alors évidemment, si on dépasse un petit peu, hein, je vais faire dépasser, voilà. Donc là, l'image jaune va passer à gauche de l'image bleue, évidemment. Donc là, je suis trop en distance. Donc le but du jeu étant de faire correspondre, il faut toujours faire correspondre en venant du même côté, hein. C'est un petit peu comme on rattrape le jeu d'un vernier sur un vieux tour à métaux qui est un petit peu ancien. On fait toujours, toujours dans le même sens, hein. Voilà. Donc là, je fais correspondre les deux images. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai plus qu'une seule image. La jaune et la bleue sont confondues.
Donc maintenant, j'ai plus qu'à lire sur le tambour des distances. Alors là, je vais reculer le téléphone. Voilà. Ok. Et voilà. Donc voilà, sur le tambour des distances, on a une distance qui est entre 75 et 76. Hein. Donc comme je vous ai expliqué avec le télémètre Leica, je sais que mon antenne de télévision est à 75,3. Donc voilà, et ben écoutez, là on est entre 75 et 76, un peu plus proche des 76. Mais bon, le truc c'est que en fait c'est surtout lorsqu'on regarde dans le range matic, en fait c'est votre œil qui fait vraiment la différence sur la précision, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un petit pourcentage un petit pourcentage d'erreur. Hein. C'est dû forcément à la façon dont vous estimez que les deux images sont superposées. Donc ça peut être plus ou moins, mais bon voilà, quoi. Donc vous voyez, hein, ça vous donne la distance, il n'y a pas de souci. Alors on va essayer de faire un exemple sur quelque chose d'un peu plus loin. On va essayer de voir, j'ai des arbres là, qui sont à peu près à un peu moins de 200 mètres de la position. Donc on va faire la même chose sur quelque chose qui est un peu plus loin. Ok. Ok, donc là, je suis en train de viser donc des arbres qui sont exactement 185 yards. Ça, c'est une distance que j'ai mesurée donc au télémètre laser, donc à 185 yards. Donc là, pour l'instant, je suis sur le tambour comme tout à l'heure à 75 yards. C'était l'exemple de l'antenne de télévision. Donc là, vous voyez bien que réglé à 75 yards, donc on a bien deux images qui sont distinctes l'une de l'autre, la jaune et la bleue. Alors donc on va augmenter la distance sur le tambour de façon à faire correspondre les deux images. Alors bon, je sais que là le temps s'y prête pas trop, c'est un peu gris, on n'y voit pas grand chose, enfin je veux dire, mais je pense que ça devrait quand même suffire pour l'exemple. Voilà. Ok, et voilà. Donc là, j'ai mes deux images qui sont superposées l'une sur l'autre. Donc là, il n'y a plus d'arbres jaunes et d'arbres bleus, on n'a plus qu'une seule image. Et donc, comme tout à l'heure, hop, je vais revenir un peu en arrière. Voilà, un petit zoom sur la distance. Voilà, et donc j'ai mon tambour qui m'indique entre 180 et 190, on va dire, voilà, puisque les gradations sont 10 en 10. Donc ce qui correspond grosso modo à 185 yards. Donc on voit quand même que le procédé est pas mal, c'est assez précis. Hein. Mais bon, comme je vous expliquais tout à l'heure, plus on va aller chercher à des distances qui sont de plus en plus loin, plus ça va être compliqué. Et là, la limite, c'est pas tant l'appareil en lui-même, c'est surtout la capacité à la personne qui est derrière l'appareil à vraiment faire correspondre les deux images l'une dans l'autre. Donc plus on va aller sur des objets éloignés, plus ça sera compliqué et plus le pourcentage d'erreur va augmenter. Voilà. Donc du coup, voilà comment ça fonctionne. Et puis, bon, ça marche pas si mal que ça. Pour mémoire, c'est quand même un truc qui date, on va dire, au milieu des années entre 70 et 80. Donc, bon, voilà quoi. C'était pour l'époque, c'était plutôt pas mal comme objet qu'on pouvait trouver évidemment dans le milieu civil pour de la chasse, du golf et pas mal de choses. Voilà quoi. Ok, allez, on va retourner à l'intérieur parce qu'il commence vraiment un petit peu à faire froid là. Et puis le vent s'est un petit peu levé. Et donc pour finir cette vidéo, voilà, je vous retrouve à l'intérieur. Et ben voilà, donc on va finir la vidéo ici, donc retour dans le garage. Donc vous avez vu, bon, finalement, ça marche plutôt bien. Hein. Donc là, on a fait un essai à 75 et puis après 188 yards. Donc franchement, c'est pas déconnant. Jusqu'à, on va dire, allez, jusqu'à 500 yards, l'appareil est quand même assez cohérent, est assez bon. Donc, pour l'époque, à l'époque, donc là, c'est quand même plus dans une optique de chasse, hein, puisque là, on comprend que, donc, si on veut utiliser la correction en élévation, donc déjà, il faut régler sa carabine, son arme et la lunette à 200 yards, donc point touché, point visé, point touché à 200 yards. Euh,
D'ailleurs, c'est pas déconnant puisque on parle souvent de la DRO, donc la DRO pour les chasseurs. Donc la plupart du temps, une DRO, oui, ça va jusqu'à facile 250 à 200 mètres. Donc là, on voit que ça correspond un peu au PRO, hein, 200 yards, c'est à peu près ça, ça correspond à la DRO. Donc début 200 yards jusqu'à 500 yards, qui est, on va dire, pour une action de chasse. Moi-même étant pas chasseur, ce que je vais dire, c'est plus par rapport à ce que j'ai entendu. Donc je sais que déjà en France, on est limité à 300 mètres pour tirer un gibier. Donc j'imagine que 500 mètres en action de chasse, on va dire que, bon, aux États-Unis, ils font minimum ça, voire plus des fois, mais enfin, on va dire que pour une chasse éthique, alors là, je m'aventure pas sur le truc parce que, n'étant pas chasseur moi-même, je maîtrise pas le sujet, mais jusqu'à 500 mètres, je pense qu'on peut tirer un gibier, je pense, hein. Mettez-moi en commentaire si vous pensez que même déjà 500 mètres, c'est trop loin pour tirer un gibier. Je dis de façon éthique, on va dire. Euh, voilà, donc je pense que le range-matic était vraiment très orienté chasse. Euh, donc inutile de dire que pour faire du TLD avec, c'est pas la peine d'acheter un appareil comme ça. Alors, l'utilité d'un range-matic à l'heure actuelle, évidemment, vous comprenez bien que par rapport à tous les télémètres laser actuels, franchement, évidemment, c'est complètement dépassé l'affaire. Mais on va dire que c'est plus pour une valeur de collection que j'ai ce genre d'appareil. Moi, j'aime bien collectionner des trucs qui sont un peu vintage. Euh, si vous connaissez ma chaîne, si vous suivez ma chaîne, vous avez déjà vu ma balance AMT, l'autoscale, hein. Ça fait un peu partie des objets qui étaient fabriqués dans ces années-là, 70-80, qui fonctionnent encore, hein. Moi, ma balance autoscale AMT fonctionne. D'ailleurs, je l'utilise chaque fois que je fais du rechargement, hein. Ça me dégrossit mes charges. Et donc, c'est des appareils qui fonctionnent très très bien, hein, qui n'étaient pas si mal que ça pour l'époque. Évidemment, bien sûr, aujourd'hui, on a beaucoup mieux, c'est sûr. Mais enfin bon, moi j'aime bien ce genre de petits trucs. Donc voilà, ça fait partie de ces vidéos sur du matériel un peu vintage. Donc il y en aura une autre à suivre. Donc je ne vais pas faire le spoil de la prochaine vidéo sur ce type de matériel. Mais donc restez quand même bien branchés sur la chaîne parce que le prochain appareil que j'ai, c'est pas un truc que je compte acheter, c'est un truc que j'ai déjà. Et c'est un appareil pareil qui a été fabriqué dans les années 70-80 et qui a eu un échec commercial, mais alors quelque chose de grandiose, quoi. Ça a été un énorme échec commercial, puisque l'appareil que je vous présenterai dans une prochaine vidéo de ce type-là, là, sur le matériel un peu vintage, euh, c'est un appareil qui a été fabriqué que pendant 3 ans et il a complètement disparu par la suite. Alors on arrive à en trouver encore. On arrive encore à trouver encore. J'ai réussi à en trouver un complet avec tout ce qui va bien. Je ne veux pas trop en dire parce que je ne veux pas non plus spoiler la vidéo. Et alors celui-là aussi, c'est du Grand Mendes. C'est du Grand Mendes. Je pense que ça va faire l'objet ouais, une bonne vidéo, voire peut-être 2 vidéos parce que on va pouvoir faire des challenges avec. Donc voilà quoi. Bon, mais j'en dis pas plus. Restez vigilants sur les vidéos qui sortent. Je la ferai pas tout de suite parce que là, entre-temps, là, je vais faire peut-être une autre vidéo là sur une séance de tir. Donc, on va dire que cette fameuse vidéo dont je vous parle depuis un petit moment, elle sortira pas la prochaine fois, mais ça sera la troisième vidéo de l'année, on va dire. Voilà, ça sera la troisième vidéo de l'année 2022. Voilà. Et ben voilà, c'est tout, les amis. Quoi dire d'autre? Ben rien. Voilà. À la prochaine. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions ou des remarques pertinentes, évidemment. N'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça. N'hésitez pas aussi à liker si vous avez aimé la vidéo, à la partager, voilà. Et puis quoi d'autre? Rien de plus.
Santé, prospérité, à la prochaine fois et à bientôt. Allez, à plus, tchoun.